L'adresse, restaurant bar, Cotonou, Kangezo, rue de la Direction Générale de Move Africa. Téléphone 97 76 82 28 90 97 64 64. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission d'inclusion financière. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Dovi Ignace, qui est bien sûr le directeur général de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Bénin. Nous parlerons bien sûr du rôle et des responsabilités des institutions de microfinance pour un bien-être durable des populations au Bénin. Alors, Monsieur Dovi, bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Oui, ça va, je vous remercie. Super. Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, nous parlerons de l'offre de services financiers et non financiers au Bénin et plus principalement du rôle et des responsabilités des institutions de microfinance pour un bien-être durable des populations. Oui. Alors, d'entrée de jeu, dites Monsieur Dovi, que comprendre par les expressions institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés? Alors, les institutions de microfinance sont des institutions financières qui ont reçu l'agrément du ministre en charge de l'économie et des finances pour proposer l'offre de services financiers aux populations qui n'ont pas accès au système financier classique. Il s'agit notamment des populations qui sont dans des régions plus ou moins éloignées, Oui. donc dans des régions essentiellement rurales, où la présence bancaire est très limitée. D'accord. Donc, ces structures ont reçu cet agrément, cette autorisation pour proposer donc à la population vivant dans ces milieux qui ont aussi des besoins financiers à satisfaire, l'accès donc aux services financiers. Donc, ce sont des institutions qui sont agréées pour agir en lieu et place des systèmes financiers, disons, classiques, parce que ces institutions sont en partenariat aussi avec les banques. Mais elles sont vraiment autonomes dans leur gouvernance et dans leur gestion. Et quels sont les principaux services qu'offrent ces institutions? Alors, ces institutions sont appelées dans notre jargon aussi systèmes financiers décentralisés. D'accord. Parce que ce sont des institutions qui proposent de la finance de proximité aux populations. Ok. Donc, ce sont des structures qui ont comme caractéristique principale la proximité avec la population. Donc, c'est de la finance décentralisée. C'est pas centralisé, c'est décentralisé et ça assure une meilleure couverture du territoire national. Alors, quels sont les services que ces systèmes financiers décentralisés offrent à la population? C'est notamment, disons, deux grandes catégories. C'est des services financiers et des services non financiers. Au niveau donc des services financiers, vous avez par exemple l'épargne. Donc, ce sont des structures qui collectent l'épargne du public, donc ils sont autorisés à recevoir des dépôts. Ce sont des structures qui sont aussi appelées à distribuer le crédit, d'accord? Et elles ont aussi l'autorisation pour faire le transfert d'argent. Aujourd'hui, on parle de la finance digitale. Donc, ce sont des institutions qui offrent à la population la possibilité d'envoyer de l'argent au niveau régional, par le biais donc des partenariats avec les OTM, mais surtout au niveau national, parce qu'elles ont des agences un peu partout. Donc, assurer un transfert, c'est plus facile. Et enfin, quatrième sous-catégorie des services financiers, c'est la micro-assurance. C'est des structures qui sont aussi en partenariat avec des compagnies d'assurance, d'accord? Et ces structures les aident à décentraliser les services d'assurance en les portant accessibles donc au niveau donc de la population. Alors au niveau donc des services non financiers, il y a notamment la formation, la sensibilisation, l'éducation et l'appui accompagnement pour permettre aux populations qui entreprennent déjà des activités de pouvoir mieux gérer leurs activités en tenant une comptabilité plus ou moins formelle. Parce que ces populations sont formées sur la séparation du patrimoine parce que l'unité de production, aussi petite soit-elle,
Et quelque part, une personne morale, c'est une micro-entreprise. Donc, il va falloir distinguer ces actifs de l'actif personnel. Oui. Donc, amener les populations qui sont financées par le crédit, qui font des opérations de dépôt, à savoir mieux gérer leur unité. Et aussi, sur le plan sanitaire, puisque nous parlons du bien-être, les populations sont sensibilisées sur les éléments environnementaux qui leur permettront vraiment de ne pas... disons, fragiliser leur santé. Donc, l'hygiène, par exemple, l'environnement, le maintien au niveau de la propriété, au niveau de l'environnement, pour vraiment éviter certaines pathologies sur le plan sanitaire et être en bonne santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas mener l'activité économique. Et quand on ne mène pas l'activité économique, c'est que les services financiers qui constituent les supports des activités économiques vont également beaucoup souffrir. Donc, c'est un package qui est vraiment proposé pour prendre en charge l'homme, mais pour lui permettre, pourquoi pas aussi, d'être un agent économique à la base. D'accord. Et comment ces institutions de microfinance et leurs services, surtout le service non financier, contribuent au développement économique des populations locales? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, parce que par les services financiers, on met les moyens à la disposition, notamment financiers. Mais il n'y a pas que les moyens financiers qui permettent à l'homme d'améliorer son quotidien. Il faut des moyens non financiers. Et en termes de moyens non financiers, c'est la formation, notamment le renforcement des capacités de l'intéressé, pour que l'intéressé d'abord puisse avoir confiance en lui-même, comme quoi il mérite encore, pourquoi pas, la confiance d'une institution financière qui a plus de moyens. D'accord? Parce que avoir le crédit, c'est pas donné vraiment à ces populations, parce que souvent, c'est des acteurs qui s'adressent aux usuriers, qui leur prennent des intérêts colossaux, et elles n'ont jamais imaginé qu'ils peuvent avoir la confiance d'une institution formelle classique ou formelle. Donc, quand cette confiance leur est donnée, c'est leur capital social qui se renforce. Donc, ce sont des acteurs qui se disent, mais écoutez, je peux faire quelque chose. D'accord? Donc, on accompagne cela pour pouvoir leur permettre de savoir bien gérer les financements reçus, d'accord, l'investir dans l'activité, ne pas faire un détournement d'objet du crédit. Et s'il y a d'autres besoins, d'autres personnels, par exemple l'enfant qui est renvoyé de l'école, parce que voilà, donc que l'intéressé s'adresse encore à l'institution, parce que en plus du crédit pour sa production, on peut lui faire du crédit individuel, on peut lui faire du crédit personnel pour prendre en charge sa santé, pour prendre en charge la scolarité de ses enfants. Donc, il ne faut pas qu'il croie que une fois qu'il a reçu le crédit, c'est ce crédit-là qui va tout faire. Non, il a reçu le crédit pour développer l'activité. Maintenant, s'il a encore d'autres besoins, il faut qu'il l'exprime. Et l'institution va voir comment l'accompagner pour que l'activité qui est en train d'être menée, ses ressources ne soient pas détournées pour des besoins personnels. Donc, c'est la formation, c'est l'entrepreneuriat également, parce que il faut qu'on l'aide vraiment à distinguer le patrimoine de l'unité de production de son patrimoine personnel et à savoir est-ce que l'unité rapporte ou pas, d'accord, et comment faire pour que l'unité rapporte. Donc, les agents de crédit de nos institutions sont comme des agents commerciaux aussi, hein, de la clientèle qui est financée. Donc, leur faire des propositions pour améliorer la production, leur faire des propositions pour écouler leurs marchandises également. D'accord? Et alors, on fait tout pour que, pourquoi pas, la relation soit du gagnant-gagnant. Que l'acteur qui est financé puisse aussi, pourquoi pas, gagner à travers les activités qu'il mène. C'est pas seulement l'activité va permettre de rembourser le crédit, payer le principal, payer les intérêts. Si lui-même n'a pas un retour, ce n'est pas intéressant. D'accord? Donc, et c'est grâce au retour qu'il peut vraiment améliorer son quotidien. Donc, on s'assure à ce que l'acteur qui est financé, que son activité soit suffisamment rentable pour lui permettre de sortir de la dette, mais aussi pour pouvoir vraiment prendre en charge son quotidien. Et c'est en prenant en charge son quotidien, grâce aussi aux sensibilisations, que ce dernier, sur le plan bien-être, va quand même se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, il faut dire que ces institutions offrent beaucoup d'avantages quand même aux intéressés, à la population. Voilà. Ce n'est pas seulement l'accès aux services financiers. Il y a tout un accompagnement technique qui est fourni, pourvu que l'intéressé soit coopérant. Il soit vraiment assez ouvert, parce que quand
quand on les invite à des sensibilisations, il ne faut pas qu'ils croient que non, on veut vraiment prendre encore de leur temps. Non, c'est pour leur bien-être. Et s'ils ne participent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer tout le bénéfice. D'accord. Alors, et quels sont les défis auxquels ces institutions sont confrontées? Alors, je mettrai l'accent sur 3 défis. Le premier, c'est l'accès aux ressources aussi. Oui. Parce que ces institutions ne sont pas comme des institutions bancaires qui sont refinancées par la Banque centrale. Oui, oui. C'est des institutions, comme on le dit, de microfinance. Oui. Donc, leur partenaire financier, c'est la banque commerciale, c'est la banque classique. Et malgré la révision des accords de classement qui fait que les crédits bancaires ou SFD sont rééligibles au reclassement, c'est-à-dire au refinancement de la Banque centrale, on constate que ces institutions ont encore du mal à mobiliser les prêts bancaires. Donc, et aussi sur le plan national, l'épargne, si les activités économiques ne fleurissent pas tellement bien, c'est que la population n'est pas vraiment prête à suffisamment épargner parce qu'elle est beaucoup plus dans le besoin de ressources financières. Donc, l'accès aux ressources constitue un défi aujourd'hui. Et l'État a créé le Fonds national de la microfinance. Mais le Fonds national de la microfinance, pour prêter à une institution, demande aussi les sûretés réelles. Et ces sûretés ne sont pas à la portée de ces institutions. Donc, c'est pas vraiment facile. L'accès aux ressources constitue pour le moment encore un défi, un challenge vraiment. Le second défi, c'est le renforcement des capacités des acteurs au niveau technique comme au niveau de la gouvernance. Au niveau technique, ça se résout grâce aux actions de l'association professionnelle. Mais au niveau de la gouvernance, compte tenu du fait que dans le système de gouvernance, on est appelé chaque 2 ans, chaque 3 ans à renouveler l'équipe dirigeante, et les nouveaux élus, il faut encore assurer le renforcement de leurs capacités. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Et les institutions n'ont pas toujours les moyens de prendre en charge le renforcement des capacités de leurs dirigeants. Au niveau donc de l'équipe technique aussi, les moyens sont vraiment insuffisants. Donc, mais si on ne forme pas les ressources humaines, qui va faire le travail? D'accord? Qui va faire le travail? Donc, on voudrait que l'État revienne parce que ça fait bientôt 10 ans que l'État est totalement sorti de l'appui au secteur et on aimerait vraiment qu'il revienne pour soutenir la formation professionnelle. Parce que la formation continue doit être assurée. Si elle n'est pas assurée, c'est que l'activité ne peut pas progresser. On ne peut pas innover. On ne peut vraiment pas innover. Alors, le troisième défi sur lequel je veux mettre l'accent, c'est l'utilisation des nouvelles technologies comme support des services financiers. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Parce que ces nouvelles technologies, on parle de la finance digitale, ces outils-là, avoir de plateformes de finance digitale, mais ça revient cher. Oui. Et les institutions aujourd'hui, en dehors de celle qui est la plus grande et des 2 plus grandes, les autres peinent à avoir les moyens pour avoir une plateforme autonome. La plupart vont louer l'utilisation des solutions technologiques. Et quand vous louez une solution, ça ne peut pas toujours répondre à vos désirs, à vos ambitions. Parce que tout dépendra alors de l'éditeur. Oui. Vous pouvez avoir des besoins que vous présentez, mais si l'éditeur n'est pas prêt à développer ces modules, c'est que votre projection peut ne pas se réaliser. Et également sur le plan informatique aussi, la plupart de nos institutions n'ont pas leur propre SIG. Oui. C'est des SIG qui sont loués. Vous voyez, donc la limite se pose déjà à ce niveau. Et maintenant qu'on cherche à faire du digital, c'est encore très très difficile parce qu'il faut que les 2 bases de données puissent quand même s'interconnecter. Si tu n'es pas propriétaire de la première base de données entièrement, et que tu n'es pas en mesure d'être propriétaire de la seconde, vous voyez que c'est un peu difficile. D'accord. Donc, et aussi, par rapport à ce défi, il y a les problèmes d'hébergement des bases de données, de sécurisation des bases de données qui se posent aux institutions. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un accompagnement pour permettre aux institutions qui ont démontré déjà leur utilité sur le terrain à pouvoir vraiment, pourquoi pas, favoriser une plus grande inclusion financière au Bénin.